Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 12 juillet 2026. On va parler aujourd'hui de choses extraordinaires, dont la politique quantique de l'administration Trump. J'avais sauté par-dessus la semaine dernière. Le Web Journal de la semaine dernière était un Web Journal thématique, un petit peu plus philosophique ou anthropologique. Et donc, et on va devoir revenir là-dessus, sur le thème du masculinisme, etc. Je vais devoir refaire un truc. On va aller beaucoup plus en profondeur parce que tout ça est lié avec notamment, comme on l'expliquait la semaine dernière, la Open Society de George Soros, le mouvement Antifa. Cette semaine, on a une nouvelle à l'effet que Marco Rubio, la diplomatie étrangère américaine, la diplomatie américaine, a demandé une rencontre avec 60 chefs d'État de différents pays afin de régler le problème du terrorisme d'extrême gauche, dont le mouvement Antifa. Et ça, c'est lié avec ce qu'on expliquait la semaine dernière, c'est-à-dire que, rappelez-vous, l'année dernière, la Chambre des représentants avait ouvert une enquête sur les liens entre George Soros et Antifa. Et tout ça, genre le mouvement féministe radical, le mouvement Antifa, tout ça est lié. Et d'un côté, il y a l'administration Trump qui lance des enquêtes et qui déclenche des opérations diplomatiques afin de réduire l'extrémisme de gauche. Ça a commencé avec la fin de USAID. USAID qui était une espèce de gigantesque organisme de blanchiment d'argent pour la gauche radicale. Hein? C'est quand on voit 70 millions en Indonésie pour des rizières transgenres, là. Mais il n'y a pas 70 millions qui va pour planter du riz genre non-genré. L'argent est redistribué, ça va dans des comptes en banque, ça revient dans les coupes. Et donc, c'est pour ça que les médias et les mondialistes ont chialé avec se sont plaints avec les coupures dans USAID, parce que ça mettait fin au financement d'une partie du mondialisme. George Soros en était une autre. Et l'offensive qu'on voit sur le masculinisme, je l'ai expliqué, c'est la réaction aux offensives diplomatiques de l'administration Trump sur Antifa, USAID, etc., etc. Voyez-vous un peu le portrait d'ensemble, c'est-à-dire c'est une guerre idéologique entre l'extrême gauche et le super-centre. C'est le thème de ce web journal-ci, avant d'entrer dans la politique quantique, là, le super-centre, parce que les politiques que les médias dépeignent comme d'extrême droite actuellement, c'était, il y a 20-30 ans, des politiques extrêmement centristes, tout à fait normales. Et la fenêtre d'Overton a tellement été déplacée par les médias, par le contrôle du langage. La gauche fait souvent ça, hein, c'est le contrôle sémantique. Merci, Danbert. Sans s'en rendre compte, comme la grenouille dans la casserole, on monte la température à petit feu, la fenêtre d'Overton s'est déplacée et maintenant, genre, juste demander une immigration normale et contrôlée, c'est devenu d'extrême droite. Tu sais, par exemple, à l'époque, j'ai juste ramené ici, rappelez-vous à l'époque de Ted Turner, le chef du Parti libéral dans les années 80, il n'y avait pas une immigration au Canada. Il n'y avait pas une immigration. Ted Turner n'était pas pour une immigration incontrôlée. Il n'était pas pour l'ouverture des frontières. Il a même milité contre le libre-échange. Et il n'était pas pour les transgenres dans les écoles, etc., etc. Je donne l'exemple de Ted Turner. On pourrait prendre les dirigeants de n'importe quel pays il y a 20-30 ans. Il n'y a personne qui pensait que c'était une bonne idée de mettre des drag queens dans les écoles, etc. Aujourd'hui, des personnes extrêmement centristes comme Ted Turner se retrouveraient décrits comme des fascistes par Antifa. OK? Donc, Ted Turner est un fasciste et on va voir aussi de quelle façon Mark Carney est un fasciste parce qu'il réduit l'immigration, là, et donc ce que l'administration Trump souhaite, c'est un retour c'est du supercentrisme. Ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Réguler ses frontières, ne pas avoir une immigration incontrôlée, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Ne pas vouloir que les cultures étrangères s'implantent à grande échelle chez soi, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite parce qu'il n'y a aucun peuple sur Terre. Il y a 99% des êtres humains qui ne souhaitent pas ça. Je ne voulais pas embarquer tout de suite comme ça, mais mon enchaînement d'idées m'a amené là. Et donc, regardez la carte ici. Il y a seulement quelques pays
qui ouvrent leurs frontières, qui détruisent leur histoire, qui remplacent leur population, qui ont de l'immigration incontrôlée, alors que 99% du globe ne fait pas ça. Vous voyez, en rouge ici, vous avez les pays, le Canada, comme une partie de l'Europe de l'Ouest et l'Australie, qui ouvrent leurs frontières. Et si tu dis que tu voudrais être comme le reste des autres pays, comme les pays avec dans la ligne verte, c'est-à-dire l'ensemble du globe, si tu es dans ces pays-là en rouge et tu dis que tu voudrais être comme dans les pays verts, comme le reste de la planète, comme c'est pas une immigration incontrôlée, garder ta culture, eh bien, on te décrit comme un fasciste. Les médias te dépeignent comme extrême droite. Antifa va venir cogner à ta porte. Comprenez? Donc, c'est une position, le fait de détruire sa culture, son histoire, remplacer son peuple par l'immigration de remplacement, c'est une petite minorité de pays qui font ça. Donc, ce sont ces pays-là, les radicaux. L'ensemble de la planète ne suit pas. Et ceux qui, dans ces pays-là, veulent qu'on soit exactement au centre, comme la majorité des peuples, se font traiter de tous les noms par les médias. Et se font brûler leurs voitures, comme Alexandre Cormier-Denis, là, par le mouvement Antifa, etc., etc. Ah, et donc, c'est ça. Il y a cette espèce de... Souvent, les gens disent sur Internet, je vois les gens qui disent « Ah, c'est comme deux États profonds, Trump et puis les mondialistes, c'est comme deux États profonds différents qui se chicanent et qui se... » D'une certaine façon, l'analogie est probante d'une certaine façon. Hein? Sauf que ce que je crois, c'est qu'on s'en va dans le bon sens avec le camp Trump, le camp des patriotes, etc., parce que ça nous ramène au centre, ça ramène la frontière, il y a un ensemble, le package est sain. Le package super centriste est sain. Alors que de l'autre côté, c'est l'image de Godzilla et Ghidorah, là, dans les mangas japonais. Alors que de l'autre côté, c'est la destruction de la binarité homme-femme, c'est un gouvernement mondial, le fait d'enlever toutes les frontières, être géré par des spécialistes, la technocratie, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y a deux camps qui s'affrontent, mais il y a un camp qui est... je pourrais dire, je ne veux pas dire meilleur, mais je veux dire dont les valeurs ressemblent plus aux miennes et à celles de 99% de la planète. Et donc, c'est pour ça qu'on dit c'est un recentrement. Donc, super centrisme, avant d'aller, c'est ça, je vais juste vous donner, tu sais, quand on parle d'Antifa ici, là, Marco Rubio, ce que je lis ici, Marco Rubio, on a ça dans le web journal plus tard, là, qui a invité 60 pays pour une conférence sur les Antifa et la gauche extrémiste, là, parce que les Antifa sont défendus par... Ce sont l'infanterie. C'est l'infanterie des mondialistes. Hein. Il y a comme l'armature idéologique, c'est-à-dire le féminisme radical. On l'a expliqué, on peut tout critiquer. On peut critiquer le communisme, on peut critiquer le capitalisme, on peut critiquer le wokisme, on peut critiquer n'importe quoi, mais si tu touches au féminisme, tu deviens un terroriste et une menace à la démocratie. Et là, la raison pour laquelle je veux revenir là-dessus, sur le féminisme radical éventuellement, peut-être la semaine prochaine, s'il n'y a pas trop de nouvelles en semaine, c'est qu'en plus du rapport français sur le Sénat, hein, Mascus, la nouvelle offensive contre les femmes, qui coïncide avec la fusillade, le gars visait les masculinistes, et puis finalement, il s'est retrouvé lui-même à être dans une inversion complète, là, à être un masculiniste qui visait les femmes. C'est complètement fabriqué, c'est une opération d'ingénierie sociale. En plus du rapport du Sénat français, je suis tombé là-dessus cette semaine, les communes canadiennes, Chambre des communes canadiennes lutte contre les idéologies antiféministes au Canada, rapport du comité permanent sur la... Tout arrive en même temps au mois de juin. Et il y a 2 pays qui produisent des rapports avec un faux attentat. Et ça, c'était dans la foulée d'un rapport qui avait été publié aussi par l'Université du Québec à Montréal, enseigné à l'école face à la misogynie, l'antiféminisme, l'homophobie, la transphobie, etc. C'est un rapport à la méthodologie complètement bâclée. Vous allez voir de quelle façon, parce qu'ils ont sélectionné à qui ils posaient des questions dans les écoles. C'est des gens qui étaient de leur idéologie, qui a été produit par Dupuis-Derry, Francis Dupuis-Derry. Ça, c'est le professeur sympathisant Antifa à l'Université du Québec à Montréal, qu'on retrouve sur les plateaux de télévision. Et donc, vous avez, c'est ça, genre, le lien Antifa, le lien idéologie féministe pour la société ouverte. Vous avez les soldats sur le terrain, vous avez l'idéologie qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas critiquer, sinon on est une menace à la démocratie, etc., etc.
Et donc, tout ça pour dire aussi que s'il y a eu cette réaction, comme on pourrait dire, je ne veux pas encenser tous les propos qui sont tenus par tous les influenceurs, je ne veux pas encenser tout ce que dit Andrew Tate, par exemple. C'est pas ça du tout, mais ça va trop loin dans certains cas, évidemment, il faut le dire. C'est pas des anges. Mais il faut dire qu'on n'entendait pas ça il y a 20 ans. On n'entendait pas ça il y a 10 ans. C'était très, très, très minoritaire. Et il y a eu une montée une prise de conscience que le mouvement féministe dans ses avatars tardifs, c'est-à-dire l'idéologie du genre, les transgenres dans les écoles, etc., finalement, que ça posait des problèmes et qu'il fallait comme commencer à le critiquer. Il fallait... Et donc, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'il y a comme une réaction, c'est plus une réaction à l'extrémisme de gauche, le fait que la fenêtre d'Overton a été déplacée tellement à gauche qu'à un moment donné, il faut dire quelque chose, il faut faire quelque chose qu'un mouvement genre qui naît spontanément comme ça, out of the blue. Qu'est-ce que j'entends, tout ça pour dire, qu'est-ce que j'entends par supercentrisme? J'entends 4 choses. On mettra peut-être, on me dit qu'il ne faut pas que je m'accote sur la table, là. On mettra peut-être d'autres choses dans le panier plus tard, mais le supercentrisme qui est défendu, entre autres, par l'administration Trump, c'est pour une immigration, vous l'avez ici, A, B, C, D, pour une immigration restreinte et contrôlée, c'est-à-dire c'est un retour à des niveaux d'immigration d'il y a comme 20 ans, peut-être même 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui dit on va fermer les frontières complètement, mais on doit passer par des canaux légaux et toute l'espèce d'entourloupe des réfugiés, des migrants, des clandestins qu'on doit accepter absolument là, pour remplir nos obligations internationales, pour littéralement noyer les pays d'une immigration incontrôlée. Ça pose problème. Donc, il y a une réduction du niveau de l'immigration. C'est ce qui est défendu par l'administration Trump. C'est aussi ce qui est défendu par Mark Carney. Et là, si vous critiquez Trump sur l'immigration, vous allez devoir aussi critiquer l'ultra-gauchiste woke Mark Carney parce qu'il fait exactement la même chose. Bizarrement, ça passe très bien pour Mark Carney. Parce qu'on a juste le simple fait qu'il s'oppose à Trump, ça lui donne comme une espèce de passe-droit pour n'importe quoi, et c'est ça qui est voulu finalement. Et donc, pour une immigration restreinte et contrôlée, pour une relation équilibrée, sans propagande avec la communauté gay. Rappelez-vous comment c'était au début des années 2000. Il y avait une espèce de vivre, un vivre et laisser vivre, une bonne entente qui s'était établie entre la majorité hétérosexuelle et la minorité homosexuelle. Et là, finalement, dans les années, avec l'arrivée de Trudeau, Obama, etc., on a commencé à détruire, c'était la lutte contre les stéréotypes. Il n'y a pas de normes. La norme, il n'y a pas de normalité. Là, c'est les fous qui sortent de l'asile. Là, quand tu dis qu'il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de... Tu ouvres la porte à n'importe quel type de comportement. Tu ne peux pas juger. Tout va. Anything goes. Il n'y a pas de morale. C'est comme... Et donc, ça, c'est arrivé avec Trudeau, Obama, etc. à partir de 2015. L'ouverture des frontières aussi, sans aucune limite. C'est arrivé avec ces deux-là, Merkel et tout ça. Et donc, pour une relation équilibrée sans propagande, tu sais, la propagande LGBTQ dans les écoles, il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut ça. Et donc, ça crée de l'homophobie. C'est comme le masculinisme, c'est-à-dire les trucs complètement cinglés du féminisme créent un discours masculiniste. La propagande totalement débile LGBTQ dans les écoles, évidemment, ça crée de l'homophobie. On est aussi pour le supercentrisme. Et donc, c'est pour un retour à une relation équilibrée, sans propagande, sans discrimination, mais sans propagande non plus. Pour un féminisme sans discrimination ni théorie du genre. Donc, mon titre de la semaine dernière était provocateur, c'était Trump le masculiniste. Mais Trump a nommé des femmes dans les plus hauts postes, comme des premières là, dans plusieurs hauts postes de l'administration. Kristi Noem, la première au poste de Department of Homeland Security, le ministère de l'Intérieur, on pourrait dire pour les Français. Gina Haspel, la première directrice de la CIA. Christy Willis, première, je pense que c'est la première, peut-être elle, peut-être pas, mais en tout cas, je pense que c'est la première
chef de cabinet de Donald Trump. Nikki Haley, première aussi ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Et il a nommé, par exemple, Richard Grenell, qui est ouvertement homosexuel, au poste de Director of National Intelligence. Ça, c'est le poste que Tulsi Gabbard occupe maintenant. Donc, mais encore une fois, fait que Trump ne voit pas nécessairement le genre ou l'orientation sexuelle, etc. Il va prendre la personne compétente. C'est juste que Grenell n'est pas... C'est pas une folle qui fait de la propagande puis qui est dans les lubies du lobby. La volonté de tout saccager, il faut détruire la famille nucléaire. C'est comme, il y en a qui sont comme très, très, très idéologiques dans le féminisme, dans la communauté LGBTQ, etc. Et c'est ça, finalement, qui pose problème. C'est leurs exagérations, leurs demandes ridicules qui créent un backlash, qui créent une rétroaction, du pushback, comme on dit. Et là, quand tu dit que ça va un peu trop loin, comme quand les joueurs de hockey doivent porter des chandails de hockey avec des couleurs, l'arc-en-ciel, etc. Là, t'es comme, ouais, ça va un petit peu trop loin ton affaire. Parce qu'ils ont essayé ça après la COVID, c'était beaucoup ça. Hein, c'était très, très, très arc-en-ciel. Et donc, rappelez-vous, Bud Light. Donc, ce sont des réactions. Ce sont des réactions face à des campagnes de propagande totalement délirantes de la part de la gauche. Et ce que l'administration Trump est en train de faire, c'est justement de recentrer tout ça, de ramener l'hémisphère occidental vers le centre. C'est du super-centrisme. C'est pas de l'extrême droite. Les médias vont vont essayer de vous faire croire que c'est de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est pas ça. L'extrême droite, ça serait avoir, genre, par exemple, un pays, l'extrême droite, ce serait comme c'est le projet hitlérien, c'est-à-dire d'avoir les frontières correspondent au peuple avec le sang, les frontières d'un pays, un ethno-nationaliste, c'est-à-dire les frontières d'un pays correspondent au sang. Ça, c'est de l'extrême droite. Ou bien genre des cathos hyper traditionnels, hyper traditionnalistes. Là, ça, on pourrait qualifier ça d'extrême droite, mais absolument rien dans ce que l'administration... Si tu regardes réellement les positions de l'administration Trump, il n'y a rien là-dedans qui constitue de l'extrême droite. Donc, pour une immigration contrôlée, pour une relation équilibrée avec la communauté gay, pour un féminisme sans discrimination ni théorie du genre, pas de transgenre dans les écoles, ça, c'est du féminisme de troisième vague. Là. Et finalement... Pour une démocratie souveraine, rappelez-vous le discours de Trump à l'ONU, pour une démocratie souveraine à l'écoute de ses citoyens, pas une technocratie, parce que la gauche radicale, l'immigration incontrôlée, la propagande LGBTQ dans les écoles, la théorie du genre, etc., ça fonctionne seulement à travers la technocratie et l'imposition de ces trucs-là à la population, même si la population n'en veut pas. C'est le groupe Bilderberg, c'est le Forum économique mondial. Nos dirigeants qu'on élit vont dans ces forums internationaux-là et là, on leur dit un peu quoi faire. Puis là, on les contrôle avec soit la dette ou, je l'ai expliqué ça, hein, la dette ou des histoires de mœurs ou... ils reviennent, puis ou on les convainc tout simplement. Ceux qu'on ne convainc pas, on les rattrape. Et puis là, ils viennent, puis ils nous imposent ça à la population sans qu'on ait rien demandé. Et rappelez-vous donc, le discours de Trump à l'ONU, c'est chérissez votre démocratie, les démocraties sont souveraines, etc. Chérissez. Et donc, c'est ça, le super-centrisme. Ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Voilà. Donc, cette volonté de l'administration Trump de régler la question de toute l'espèce de campagne mondialiste d'extrême gauche qui nous tire depuis presque 2 décennies vers un monde complètement délirant qu'on ne reconnaît plus, un monde qui n'a plus de sens, il n'y a plus de grammaire, mais il n'y a plus de normes. Alors, il n'y a plus de grammaire, il n'y a plus de grammaire sociale. Il y a un homme, il n'y a plus aucune définition d'homme qui vaille quand... Matt Walsh va dans les écoles ou dans les universités demander aux professeurs d'université c'est quoi une femme. Les professeurs d'université sont incapables de répondre. Une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme femme. Oui, mais tu t'identifies à quoi? C'est quoi le truc auquel tu t'identifies? Là, ils ne sont pas capables de... Parce qu'ils n'ont pas de définition opérante, ils n'ont pas de définition biologique. Et donc, la définition normale, c'est une femme humaine adulte. C'est-à-dire une adulte, une humaine adulte, une humaine de sexe féminin adulte. Okay? Et donc, ils ne sont pas capables. Okay? Et donc, ça, c'est toutes les universités,
tous les médias, donc la société civile, littéralement, comme c'est le naufrage du Titanic avec des politiques d'extrême gauche. On a été infiltrés. Rappelez-vous le discours, on ne le fera pas jouer une 51e fois, le discours de JFK sur l'infiltration, les sociétés secrètes, etc. Et Mike Flynn faisait justement référence à ça aujourd'hui dans son texte, dans un texte que j'ai republié sur Telegram. Il dit « Les Américains doivent se demander maintenant... doivent se réaliser maintenant que nous sommes une nation en guerre. Nous sommes une nation en guerre parce que nous sommes sous attaque par un ennemi qui a infiltré les institutions américaines. Il dit, là, infiltrated enemy, many inside our institution and clearly subversive elements inside our very own government apparatus. Ça, c'est il est un petit peu sur la ligne McCarthy. McCarthy qui a été vilipendé, mais qui n'avait pas tout à fait tort. Et c'est l'essence du discours de JFK. Et ce que Rubio fait en coupant le USAID, en s'attaquant au problème des antifas, etc., c'est justement de couper l'infiltration. En mettant Soros sous enquête, c'est de couper l'infiltration du mouvement mondialiste à l'intérieur des institutions, mais aussi à l'intérieur des pays alliés de la zone occidentale. Okay? Donc, on va y arriver. Mais en attendant, il y a la question de la politique quantique. Je veux juste... c'était comme une espèce de gigantesque parenthèse. C'est pas juste glisser en dictature, parce que tu peux avoir une dictature, des deux côtés, là, c'est pas ça. Mais c'est le fait de... la technocratie, c'est une forme de dictature. C'est le contraire. Ce qu'on voit présentement, c'est le contraire de la démocratie. Les peuples n'ont plus leur mot à dire. Il n'y a personne qui a demandé... la plupart des trucs qui sont appliqués par la gauche radicale, là, les campagnes, par exemple, de propagande LGBTQ dans les écoles, il n'y a aucun peuple qui a demandé ça. Mais comme la France et le Canada qui produisent simultanément des rapports sur, en même temps qu'il y a l'attentat, des rapports sur le masculinisme, le terrorisme et puis menace à la démocratie, c'est la même chose avec la propagande LGBT dans les écoles. Il n'y a personne qui a demandé ça. C'est comme la rosée le matin. Ça arrive, tu dis « Oh, c'était pas là hier soir, d'où est-ce que ça vient? » Il n'y a aucun peuple qui a demandé ça. Il n'y a aucun parent qui voulait que son enfant soit endoctriné par le lobby LGBTQ ou qu'on dit à ta petite fille qu'elle peut être un petit gars en CM1, là, en première année, en 5e année, ou que c'est super se masturber, qu'il devrait y aller et puis se faire plaisir, se caresser. Et puis si les parents disent non, ils viennent prendre ton enfant. Il n'y a aucun parent qui a voté pour ça. OK. Trêve de plaisanterie. Donc, c'est comme la rosée le matin, ça arrive de nulle part. Okay? Et donc, politique quantique, je ne sais pas si j'ai pas écouté vraiment les autres personnes qui font de l'analyse un petit peu sur notre ligne, mais moi, j'en ai pas parlé, je sais. Donc, c'est cette vidéo de Elon Musk qui a été publiée le jour du 4 juillet, la semaine dernière, et qui est qui révèle beaucoup de choses, en fait. C'est... qui parle de Q, notamment. Il y a plusieurs références à Q dans la vidéo, et qui parle d'énergie libre, et puis qui fait référence à l'énergie quantique. Il y a... ce que je veux dire, c'est que ça vient faire écho à plusieurs post de Trump et de la Maison-Blanche dans les semaines auparavant. Rappelez-vous, on a parlé de quand la Maison-Blanche avait publié des trucs de Q, une série de trucs de Q avec des faux drops, le même style qu'un drop de Q, ça venait de la Maison-Blanche. Quand Trump a parlé de quantum, quand il y a eu... il y en a eu plusieurs comme ça. Et Trump aussi, qui a aussi, durant la même semaine, publié des photos de sa famille en 1915 sur son Truth Social et de son oncle, John J. Trump, qui a enseigné à MIT, qui a été celui que le gouvernement américain a chargé d'analyser les documents de Tesla. Après la mort de Tesla, le gouvernement américain a demandé à John J. Trump, son oncle, d'aller chez Tesla, de regarder tous ses papiers, toutes ses recherches, etc., et de voir s'il y avait quelque chose qui pouvait être utilisé par les États-Unis.
Et quand je me rappelle, si je me rappelle bien l'histoire, quand ils ont envoyé les effets personnels de Tesla en Serbie, parce que c'était un Serbe, Tesla, il manquait 3 ou 4 boîtes d'effets personnels. Okay? Et donc, lui, l'oncle de Trump connaissait les secrets de Nikola Tesla. Évidemment, tout ça est légèrement spéculatif, mais il y a comme un faisceau d'interprétations possibles ici. Et donc, cette vidéo-là, c'est ça, rappelez-vous. Donc, cette vidéo-là qui est sur la ligne Q, qui est sur la ligne... La vidéo parle de la tempête, donc avec une image d'une tempête avec l'électricité à l'image de la tête de Trump à le 1,07, c'est-à-dire 17. Je vais vous montrer la vidéo de toute façon, vous allez pouvoir juger par vous-même. La vidéo parle d'énergie libre. La même semaine que Trump publiait les photos de son oncle qui a travaillé sur les trucs de Tesla. La vidéo mentionne « Where we go one, we go all ». La vidéo montre à plusieurs reprises plusieurs présidents américains avec un dossier rouge et on voit, rappelez-vous, le dossier rouge, là, c'était en 2020, quelque chose comme le 18, le 19 ou le 20 janvier 2020, il y a Trump il y avait une fête avec son fils, etc. Et Trump avait montré un énigmatique dossier rouge. Donc, ça fait référence à ça. Je vous montre la vidéo tout de suite avant de revenir. La vidéo parle de portail temporel et donne suite aux pauses de l'administration Trump sur Quantum et sur Q. Trump a parlé de Q, de Quantum, etc. Donc, la vidéo donne ça a été publié par Elon Musk. La vidéo donne un boost à ces analyses-là. Et regardez ça ici, c'est-à-dire, juste au sujet d'Elon Musk, là. Ah, l'overlay est bloqué. Unlock. Ça, c'était en 2022. Le général Flynn qui dit « Elon Musk a été sélectionné pour l'ordre du plus haut mérite de service. Il est maintenant désigné comme le commandant en chef des soldats digitaux. » Et donc, c'est comme si Flynn avait lui-même passé le flambeau, Flynn qui est à l'origine de l'opération Q, qui a lui-même placé le flambeau à Elon Musk. Et depuis ce temps-là, Elon Musk a fait plusieurs références à Q dans ses publications. En tout cas, il est clairement au courant de l'opération et de ce que ça relève. Mais tout ça pour dire que, ici, je vous montre, c'est ça, vous allez voir la vidéo, mais en premier, la vidéo de Trump avec le dossier rouge de 2020. 2021. Vous voyez le dossier rouge, il montre 1 ou 2 secondes à l'écran. C'est ce qu'on appelle un teaser. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a comme Et on revoit ce dossier-là. Il y a plusieurs présidents qui tiennent le dossier dans la vidéo. On le voit devant un portail comme ça, un peu comme dans l'émission Stargate. Est-ce que c'est un portail temporel? Donc, ça fait référence aussi à ce dont on avait parlé, le Looking Glass. On en parlait en 2018, avant de tomber purement dans le géopolitique. Là, on parlait de cette capacité. Et on l'a mentionné à plusieurs reprises, cette capacité absolument incroyable d'être capable de pointer des événements plusieurs années à l'avance, à la minute près, au jour près, etc. Et donc, je vous montre la vidéo. On écoute ensemble la vidéo. La musique est bonne de toute façon. La musique est... Fait qu'on tapons-nous la vidéo. Et je vais l'arrêter au moment où est-ce qu'il dit « Where we go one, where we go all », où est-ce que vous voyez les trucs de Q. Il y a aussi, tant qu'à y être, là, dans la vidéo, vous voyez dans la vidéo ici, ça s'arrête sur le post 4559. La vidéo, vous voyez en haut, c'est la vidéo, le post 4559, et la date, c'est 1er juillet 20. Et là, regardez ça ici, le post 1er juillet 20, 45-59, le post de Q 45-59, 1er juillet 2020. Donc, la vidéo fait clairement référence à un post de Q. Et ce post-là de Q 45-59, c'est tout... ça va dans Make America Great Again. C'est toute la définition même de Make America Great Again. C'est-à-dire, à un moment de notre histoire, les enfants récitaient le serment d'allégeance à l'école. Tu sais, je promets de défendre la Constitution des États-Unis, etc. Les gens nous respectaient. Il y a encore des valeurs, etc. Donc, tout le post, c'est ça. Tout le post, c'est... vous irez le lire vous-même. Je ne vais pas le traduire
au complet, là. Donc, c'est la définition même de « Make America Great Again ». Qu'est-ce que c'était? Et le vidéo fait référence, c'est toujours le vidéo oscille entre le passé, le présent, et il y a cette espèce d'indétermination dans les paroles de la vidéo. Ça dit, est-ce qu'on s'en va vers la destruction ou c'est un renouveau? Donc, ça oscille entre Charbide et Scylla, on pourrait dire. Et finalement, c'est une vidéo qui est sur une note optimiste parce qu'on s'en va vers l'âge d'or. Donc, les États-Unis étaient sur le point d'être détruits à cause de l'infiltration intérieure. Et là, finalement, c'est le contraire qui va se passer. On s'en va vers un âge d'or. Je vous montre la vidéo. Sweet land, sweet land of the weary and the wild. Oh, where are you, my sweet child? To dive, can't tell if it's the dusk or if it's breaking into dawn. Are we going on or are we going? Là, vous avez le portail ici, vous allez le voir plusieurs fois dans une vidéo. Go on. Somebody said a storm is coming, but it's been a long, long time. I don't know what's up ahead, but please, baby. Là, vous avez le 45-59, 1er juillet 2020, référence à Q avec le portail à côté. Je vais laisser la vidéo rouler parce que vous voulez écouter la chanson puis vous trouvez que ma voix est énervante, là, mais écoutez bien. If you can hear this from the other side, across this great quantum divide, don't get me wrong, now is the time to stay strong. So, with all of that I'll say, God bless the USA! God bless the USA! Singing, sweet land, going on, going on. 250 years
Ça dure encore une minute, là. Mais vous avez toutes rappelez-vous de la vidéo que Mike Flynn avait publiée qui mettait en cause Israël. Tu sais, c'est-à-dire, quand Israël avait brisé le cessez-le-feu, il y avait une entente avec l'Iran, Israël avait brisé le cessez-le-feu, immédiatement, Flynn avait posté une vidéo d'intelligence artificielle comme celle-là, où est-ce qu'on voyait Israël impliqué dans toutes sortes de choses. Et j'avais bien expliqué que Flynn disait à Israël, on a la merde, là, vous êtes mieux de vous tenir les fesses serrées. Et c'est ce même genre d'information-là. C'est-à-dire, ils ne vont pas le dire publiquement. Vous n'allez pas avoir une conférence. Là. Les Européens, des fois, ne comprennent pas ça parce qu'il faut que ce soit très formel pour les Européens. Mais si on suit Q depuis 8 ans et plus, on comprend qu'ils parlent par parabole, par clin d'œil, par allégorie, etc., etc. Ça ici, c'est ça. Et donc, ça parle d'énergie libre. Is it going to be free energy or... on parle essentiellement de portail quantique, des quantum divide, donc de lien entre les époques. Make America Great Again, c'est-à-dire, il y a comme une espèce de retour à Americana des années 50-60. Et donc, c'est ça. C'est une vidéo qui est et le fameux dossier rouge qui revient à plusieurs reprises, etc., etc. Donc, je pense qu'on est sur le seuil quand Trump parle d'âge d'or, encore une fois, là, je pense qu'il parle d'énergie libre. On parle évidemment, là, je veux juste faire une parenthèse pour ceux qui me reprennent toujours. L'énergie libre n'existe pas, etc. Oui, sauf que il y a tellement d'énergie, par exemple, dans la ionosphère, que si on est capable de tirer l'énergie de la ionosphère et de la distribuer gratuitement, tu as de l'énergie pour la planète entière sans aucun effort. Pour la produire. Et là, tu as des places, par exemple, j'avais expliqué aussi, par exemple, lors des négociations avec l'Iran, lors des négociations avec la Corée du Nord, comment ça se fait que ces pays-là acceptent d'abandonner leur programme nucléaire, etc. Trump qui disait, j'ai montré les articles de journaux, ça va être une ère de prospérité pour s'ils abandonnent l'énergie nucléaire, ça va être une ère de prospérité pour ces pays, etc. Bien, je pense que la raison pour laquelle Trump est capable de convaincre, d'obtenir à peu près tout ce qu'il veut tout le temps en relations internationales avec des pays, des régimes réfractaires, c'est qu'il a le cadeau de l'énergie libre. Ça, évidemment, encore une fois, c'est ce que j'infère. Okay? Il n'a jamais dit ça nulle part. Mais si vous êtes capable de relier les points, tac, 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 comment ça se fait que c'est pratiquement incompréhensible la façon dont les personnes se soumettent à l'international. Mais là, oui, l'Iran, le pouf-pouf, mais c'est pas ça. Mais au final, c'est comme, par exemple, Maduro, par exemple, Assad, par exemple, la Corée du Nord, etc. C'est parce qu'on s'en va vers une ère, on s'en va vers une ère de prospérité, l'âge d'or. Okay? Donc, pour revenir à ce que je disais au début, ici, du combat entre l'État profond, deux groupes de l'État profond, comme disent les gens. J'aime pas l'appellation, là, mais il y a un groupe qui avait ces technologies-là ou qui gardait les technologies. Vous avez aussi de l'antigravité dans la vidéo, là, des trucs d'antigravité. C'est parce que c'est vrai que ça fait à peu près un siècle qu'on ne bouge pas. En termes d'énergie, il n'y a rien de nouveau. En termes de véhicules, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de nouveau mode de propulsion. Il n'y a rien comme si on s'était arrêté dans le temps, dans les années 50, 60. Il n'y a plus rien de nouveau qui a été développé depuis. C'est complètement ridicule. Et donc, il y avait un groupe qui souhaitait, le groupe mondialiste qui souhaitait comme prendre encore une fois, c'est de l'extrapolation, mais qui repose sur des données, c'est-à-dire une super synthèse peut-être de 8 ans de webjournaux. Il y a un groupe qui essayait de détruire le système d'étonation. Voyez mon vidéo Endgame, de détruire la société civile, de réduire la quantité d'énergie que les gens utilisaient, avec les politiques vertes, là. Finalement, là, vous allez geler chez vous et prendre la douche à 2, et puis votre facture d'électricité va passer de 800 $ par mois à 800 € à 80 000 €. Donc, il y a un groupe qui voulait réduire le potentiel humain, alors que Trump, lui, c'est le contraire. Il ramène la frontière. On s'en va vers un monde, des relations internationales stabilisées, sans guerre, un monde stabilisé, sans guerre, avec de l'énergie libre.
Et ça va être le cadeau de Trump à l'humanité, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'à travers les travaux de son oncle sur les dossiers Tesla, etc., et plus l'intelligence artificielle qui permet de probablement de... Tu sais, tu prends les recherches de Tesla, les idées de Tesla, puis là, tu mets ça dans de l'intelligence, une super intelligence artificielle, pas Grok 6, là, tu sais, l'intelligence artificielle, la NSA, là, tu sais, ce qu'il y a de plus poussé aux États-Unis, puis après ça, tu as la possibilité d'avoir effectivement de l'énergie libre. Je parle de l'énergie facilement productible, genre à partir de rien, que tout le monde peut avoir une espèce d'antenne chez soi là, et recevoir l'énergie. C'était ça finalement les tours de Wardenclyffe de Tesla. Hein? C'est-à-dire Tesla. J'espère que tout le monde connaît Tesla. J'espère que je n'ai pas à refaire une intro sur Tesla. Et donc, tour de Wardenclyffe. Donc, la tour de Wardenclyffe, également connue sous le nom de tour de Tesla, était une station de transmission sans fil expérimentale pionnière conçue et construite par le scientifique Nikola Tesla à Long Island au début du siècle dans la ville de Stoneham. Ambitionnait de transmettre des messages, des communications téléphoniques et même des télécopies à travers l'océan Atlantique et l'Angleterre en s'appuyant sur ces théories sur la conduction des signaux par la Terre. La décision d'agrandir l'installation, de mettre en œuvre ces idées de transmission d'énergie sans fil afin de mieux concurrencer le système télégraphique de Marconi se heurta au refus de financement du principal bailleur de fonds du projet, le financier JP Morgan, le banquier JP Morgan, qui finançait les travaux de Tesla, a finalement dit non au projet parce que ça donnait de l'énergie libre. C'est-à-dire que ça réduisait le contrôle. Ça réduisait ça réduisait le contrôle des banquiers internationaux. Toute l'opération du mouvement révolutionnaire mondial, des banquiers internationaux, les mondialistes, ceux contre qui on se bat, c'était de réduire le potentiel d'émancipation de l'humain. Pour avoir un potentiel d'émancipation, tu dois avoir de l'énergie. Comme les plantes doivent avoir de la lumière et du dioxyde de carbone pour grossir. Et donc, les mondialistes ne voulaient pas un monde où les humains étaient souverains, pouvaient se reproduire à l'extérieur de leur contrôle. C'est pour ça que tu veux prendre le contrôle de la reproduction. Tu vas avoir des trucs, des bébés éprouvets, un utérus artificiel. Tu veux dire aux mamans qu'avoir un enfant, c'est aux femmes... Tu veux dire aux femmes qu'avoir un enfant, c'est la pire chose. Tu ne peux pas avoir un enfant parce que tu veux sauver la planète. Ben voyons donc, tu sais. Pourquoi augmenter ton empreinte carbone avec un nouveau bébé? Là, donc, tu veux réduire tu veux produire toi-même tes êtres humains, tu veux réduire tu veux tout contrôler, tu veux contrôler l'énergie, contrôler les humains. Et donc, il y a un groupe qui veut le contrôle, c'est le groupe JP Morgan des banquiers internationaux, puis il y a le groupe des patriotes de Donald Trump qui va donner l'énergie libre à la planète. C'est ce que je pense. C'est pour ça qu'on s'en va vers un âge d'or et que tous ceux qui ont vomi sur Donald Trump vont s'en mordre les doigts. Parce qu'il va probablement passer comme pour une des personnes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. C'est ce que je pense. Je demandais, là... C'est pour ça qu'ils jettent tout ce qu'ils ont sur lui. OK? Donc ça, c'est pour Quantum. Hein, vous voyez, comme... Where we go one, we go quantum, nous dit le département de la guerre. Les clins d'œil sont partout. Hein? C'est-à-dire qu'il y a Q, va avec quantum, et va avec énergie libre, et va avec tout ça. Là. Where we go one, we go all. Finalement, c'est toute l'humanité qui va se regrouper. Donc, ça va être comme ça. Là. On s'en va vers une ère de paix et de prospérité. C'est ce que je dis depuis le début. OK? Et pourquoi Trump, c'est l'homme particulièrement choisi pour, je ne veux pas dire choisi, il y en a qui vont me sauter à la gorge, mais parce qu'à cause de la connexion avec son oncle, etc., etc. Okay? Les travaux de Tesla, etc. Ça, c'était pour le premier point. Oui, potentiellement des medbeds, etc. Oui, c'est ça. On va pouvoir peut-être guérir mes cheveux gris. Là. Okay. Finalement, Marco Rubio, ça s'est passé complètement inaperçu dans les médias, évidemment, parce que les médias défendent les antifas depuis des générations. Marco Rubio, il faut aller dans Times of India
pour trouver finalement l'annonce, le secrétaire américain Marco Rubio invite l'Inde et 60 nations à un sommet sur le terrorisme d'extrême gauche. Parce que oui, donc il y a, comme je l'expliquais en début, il y a le projet mondialiste qui est de criminaliser la masculinité, menace à la démocratie, menace terroriste, etc. Parce que la vraie menace pour les mondialistes, à part Trump, c'est le fait que les hommes se lèvent. Si les hommes en ont assez de se faire tondre la laine sur le dos de leur politique stupide, ben la réaction masculine, c'est ça, de ça qu'ils ont peur, là. Et donc d'un côté, on a l'administration, le camp de l'énergie libre qui veut régler le problème de l'extrême gauche radicale. Et d'un autre côté, tu as finalement les mondialistes qui veulent criminaliser la réaction masculine à leur politique stupide. L'administration Trump désigne 4 groupes antifa européens comme terroristes. Ça, c'était l'année dernière. Ici, post-millennial, mais il faut vraiment... je pense qu'il y avait peut-être un article dans le Boston Globe. Il n'y avait rien. C'est le silence complet sur Antifa. Marco Rubio cherche à rassembler les alliés de la communauté internationale pour lutter contre Antifa et le terrorisme d'extrême gauche. Vous voyez? Donc, 2 projets. Le projet où le masculinisme est qualifié de terrorisme, puis vous voyez, donc, quand je dis les médias défendent les Antifa, la figure de Soros dans la complosphère, il parle des Antifa ici, Tristan Mendes France, Reuters, vérification des faits, allégations mensongères sur George Soros. Je ne vous ai pas montré ce qui a précipité tout ça. Où est-ce que je l'ai mis l'article? Un article où est-ce que, justement, ça expliquait que la Chambre des représentants commençait une enquête sur Antifa et ses liens avec George Soros. Et là, ils sont tous montrés au créneau, défendre George Soros, Forbes Magazine, Trump s'en prend à George Soros, le milliardaire est accusé de financer des manifestations, No Kings, même la fameuse Anti-Defamation League a pris la défense de George Soros, les affirmations selon lesquelles George Soros finance Antifa ou est impliqué d'une autre manière dans l'incitation de troubles civils liés aux manifestations Black Lives Matter sont fausses et font écho à des théories du complot anciennes, parfois antisémites. Évidemment que Soros ne finance pas directement Antifa. Il n'est pas là, genre, à l'entrée de l'autobus, là, à donner des $100 à tous les cagoulés qui rentrent dans le bus pour aller manifester. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne avec... Tu donnes ton argent, la fondation donne l'argent à des organismes parapluies qui financent d'autres organismes sur le terrain qui, eux, individuellement, un petit ici, un petit là, vont financer des manifestations, etc. Donc, c'est de façon très, très indirecte, mais c'est l'argent de Soros qui ruisselle sur toutes ces organisations-là. Ouais. Open Society Foundation. George Soros ne finance pas Antifa, mais il est opposé au fascisme. Nous finançons les groupes qui œuvrent pour la justice raciale aux États-Unis. Donc, vous voyez un peu comme le combat idéologique. Je pense qu'on montre ça de façon assez claire à Radio-Québec. Mais tout ça, c'est-à-dire l'organisation de George Soros sur le terrain avec le financement du féminisme de troisième vague, la théorie du genre, les transgenres dans les écoles, etc., la société ouverte, ça va avec le fait d'avoir des troupes de choc sur le terrain. Ça, les troupes de choc, c'est les antifas. Il y a aussi des fois les groupes d'extrême droite qui sont littéralement, c'est comme genre les antifas qui enlèvent leur masque noir le jour puis qui mettent le truc patriote le soir. Là. Regardez ici, c'est Laura Ingraham qui dit, lors du 4 juillet, il y avait encore une fois cette espèce de groupe, le Patriot Front, qu'il n'y a personne qui pense que c'est des réels patriotes. Tout le monde sait que ce sont des fakes. Il y a même Laura Ingraham de Fox News à la télévision qui dit genre, c'est un fake. Pour moi, ça a l'air des antifas en costume et puis personne ne devrait avoir le droit de couvrir son visage, etc., etc. Donc, Marco Rubio qui appelle 60 pays pour démanteler la structure Antifa après avoir appelé Antifa une organisation terroriste. Le problème, c'est que, c'est ça, Antifa, la raison pour laquelle ils appellent les représentants des pays, c'est parce que Antifa a des soutiens institutionnels, comme ici, par exemple. Vous voyez, ça, j'en parlais, là. Le professeur Dupuis-Derry, qui est invité sur les plateaux de télévision comme un spécialiste de la masculinité, du féminisme radical, blablabla, là. Vous voyez ici, donc, avec un drapeau Antifa sur son bureau, juste en face de lui.
Moi, je suis passé à quelques reprises. Moi, j'ai étudié à l'UQAM au département de sciences politiques. Je suis passé à quelques reprises devant son bureau et sa porte de bureau est tapissée de trucs radicaux, de trucs révolutionnaires, de points dans les airs, de Che Guevara, puis de trucs antifa, etc., etc. J'aurais dû... Je pense qu'à un moment donné, en 2018, je pense que j'avais pris une photo. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai remis, mais c'était complet. Et ce gars-là, il payait avec l'argent de nos impôts. Vous voyez? Et donc, il y en a un autre aussi, à Veloci ou à Andelossi, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. L'université sait que c'est un sympathisant Antifa, il y a un drapeau dans son bureau. Et le laisse opérer, même si Antifa a été déclarée organisation terroriste. Et les Antifa on l'a déjà expliqué, ne sont jamais embêtés par la police. Ne sont jamais d'arrestation. Il y a même des Antifa qui travaillent pour les forces canadiennes. Rappelez-vous, quand ils ont le chanteur évangélique Sean Feucht était venu chanter dans une église, il y a un Antifa qui était venu lancer une grenade fumigène. Et finalement, on s'est rendu compte, Rebel News l'avait retrouvé et il travaillait pour la défense canadienne. Les forces canadiennes, j'ai la vidéo ici où est-ce qu'on le voit, Rebel News le rattraper, là, puis dire, monsieur, je ne me rappelle plus, La Palme ou je pense que c'est La Palme. Et finalement, le gars parle au téléphone, il y a un Antifa qui vient le protéger. Là, 5 minutes, il fait un appel, il y a un Antifa qui arrive en bicyclette là, pour le protéger. Ce gars-là travaille pour les forces canadiennes. Il y en a d'autres, hein, on les avait repérés. Il y avait un certain Frank Who Knows sur Internet qui travaillait pour les forces canadiennes. On l'avait spoté aussi, qui était sur la ligne Antifa. Donc, c'est pour ça que Rubio appelle les pays, parce que c'est des troupes de choc de l'OTAN. Tu sais, c'est une guerre... Antifa, ce sont les forces asymétriques de l'OTAN. On peut-tu dire ça comme ça? Il y a du financement différent, ça ruisselle. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué la dernière fois, Soros qui parle avec la Open Society qui écrit une lettre de l'OTAN et l'organisme pour le changement des sociétés ouvertes. Et puis là, après, ça ruisselle, et puis j'ai expliqué ça lors du dernier webjournal, je ne vais pas le refaire, mais c'est ça, c'est qu'ils ont besoin de troupes sur le terrain masquées pour opérer la violence, et beaucoup d'entre eux travaillent pour les forces canadiennes, la police, ils ne sont jamais embêtés par la police, les politiciens ne parlent pas jamais d'Antifa, et par exemple, des personnes comme Dupuy-Derry, qui supposément est censé défendre les femmes, parce que c'est lui qui a écrit le rapport, là, comme j'expliquais au début, là, le rapport sur complètement bâclé, on va en reparler. La prochaine fois que je parle de féminisme de troisième vague, on va parler de ce rapport-là. Enseigner à l'école face à la misogynie et l'antiféminisme, etc. C'est lui qui a écrit ça. Et donc, cependant, Dupuy-Derry ne va jamais mentionner, par exemple, s'il se préoccupe des femmes, pourquoi il ne mentionne pas les 250 000 fillettes violées, prostituées par des gangs musulmans pakistanais en Angleterre. C'est vérifié, c'est tout appuyé sur des rapports de police, mais il ne va jamais parler de ça. Et dans son rapport aussi, l'espèce de torchon, là, avec une méthodologie extrêmement douteuse, à aucun moment donné, ils vont mentionner l'islam dans la montée de la misogynie, tu sais, ni dans le rapport ici, ni dans le rapport de la Chambre des communes sur la lutte contre les idéologies antiféministes au Canada. Il n'y a rien sur l'islam. Tu sais, moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le pourcentage de violence conjugale qui vient de personnes, d'immigrants de première génération venant du Moyen-Orient, par exemple? Question intéressante, là. Le pourcentage, par exemple, de féminicide ou de violence conjugale contre les femmes, là, c'est quoi le pourcentage qui provient de l'immigration de première génération, peut-être même de deuxième génération, là, en provenance du Maghreb, du Moyen-Orient, du Pakistan? Aucun mot dans les rapports, aucun mot dans le rapport à l'école sur la misogynie à l'école de Dupuy-Derry, rien du tout. Ils sont complètement silencieux. Ce sont des hosties d'hypocrites parce qu'ils ne cherchent pas les causes. Ils ne cherchent pas les causes, par exemple, de la violence, de la réelle violence contre les femmes. Eux autres, leur objectif, ils sont dans une opération de pouvoir. C'est une opération visant à émasculer les hommes, point. Là. Ils servent de l'immigration pour émasculer le reste de la société. Ils servent des dérapages d'une certaine migration pour émasculer le reste d'entre nous. C'est totalement odieux. Et il y a aussi, l'auteur de plusieurs livres et rapports, penser l'action directe des Black Blocs, puis on les présente presque comme les Black Blocs, c'est comme des anges avec...
J'exagère, là, mais c'est comme, il est extrêmement sympathique. Ouais. Et ils sont défendus par... ouais. Tout ça pour dire que c'est ça. Marco Rubio demande l'aide des États parce que le support Antifa est institutionnel. Ce sont les armées, les troupes de choc de l'OTAN dans une guerre asymétrique de l'OTAN contre la société civile. Rappelez-vous qu'on expliquait avec Mike Benz que l'OTAN se mêlait des élections. Il y a comme... en Roumanie, par exemple, où les mouvements populistes sont persona non grata en Europe, là. Conviction de Marine Le Pen, etc. Quoi que vous en pensiez, venez pas me sortir des commentaires. Là. Je vais en parler un jour là, de Marine Le Pen, là, mais il reste que, c'est ça, l'OTAN combat les mouvements populistes et elle est dans la mire de l'OTAN, des troupes mondialistes, sorosiennes, etc. Et ils ont besoin, c'est ça, sur le terrain, ils ont besoin d'Antifa, je me répète, voilà. Donc, ça fait suite. Je vais juste vous donner un exemple. Donc, ça ici, il s'attaque ici à Antifa. Mais il y a aussi, par exemple, on donne juste, par exemple, en ce qui concerne le USAID, le fait d'avoir coupé les fonds à USAID, ça fait en sorte que l'argent ne circule plus dans les cercles de la gauche radicale mondialiste partout dans le monde. Parce que USAID, c'était les mondialistes qui finançaient leurs amis partout, là. Pourquoi le monde en entier était en train de basculer, tout le monde devenait woke, et puis d'où est-ce que ça sort? D'où venaient les fonds pour le wokisme mondial? Ça venait de USAID. Là, 20 millions pour un opéra transgenre en Bolivie. Là. Il y a peut-être 50 000 $ qui allaient pour les artistes. Puis le reste, 19 950 000 $ allaient genre dans les poches d'organisations pour de la mobilisation, pour des pancartes, pour de l'action politique, pour des annonces, pour mousser la gauche radicale mondialiste. Donc, c'était ce qu'on appelle en anglais le piggy bank, le petit cochon. Le USAID, c'était le petit cochon, la tirelire du mouvement de gauche, des mouvements de gauche radicaux, du mouvement révolutionnaire mondial partout dans le monde. C'est pour ça que ça a fait vraiment mal et que tous les médias ont dit « Des gens vont mourir! » C'était la pire chose depuis le pain tranché. Et finalement, c'était du financement clandestin de l'ultra-gauche. Et regardez ce qui s'est passé en Amérique du Sud depuis que USAID a été coupé, notamment en Amérique du Sud. L'Amérique latine se radicalise à droite. Voilà à quoi cela ressemble. Et là, ici, c'est une mauvaise traduction, se radicalise. Là, c'est la version originale du Wall Street Journal, c'était pushes towards the right. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont traduit radicalise. Peut-être parce que c'est associé à droite. Et l'intelligence artificielle a vu que c'était à droite. Elle a immédiatement collé le mot radicalisme, mais j'aurais dû avoir le texte original en anglais. Il n'y avait aucun radicalisme dans le texte radical du Wall Street Journal, mais la traduction, on dit radicalisé, probablement parce que c'est associé à droite, puis c'est rentré dans la programmation. Vous avez vu, donc, depuis que le deuxième mandat de Trump, depuis la fin des coupures au USAID, regardez ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Vous avez ici, en 2023, vous aviez 10 gouvernements d'ultra-socialistes et 3 gouvernements de droite capitalistes. Et là, finalement, en 2026, ça a été Bolivie, Pérou, Chili, Colombie et l'Équateur qui a été renouvelé dans son mandat de centre-droit, qui sont passés à des gouvernements conservateurs. Le Chili, la Colombie, le Pérou se tournent vers le conservatisme. Quel avenir pour l'Amérique latine? Ça, je pense qu'il y a ici un lien direct avec le financement de USAID. Parce que USAID, ça a toujours été l'organisme des changements de régime, là. On le sait, Mike Benz l'a expliqué, on utilisait USAID pour financer des partis d'opposition, produire des changements de régime, etc. À partir du moment où est-ce que tu coupes les fonds à la gauche, leur ascendant artificiel s'effondre, parce que c'est tout artificiel. Il n'y a personne qui veut du truc LGBTQ dans les écoles, c'est artificiel, tout est artificiel, ils sont obligés d'imposer des trucs par le haut. Ils sont obligés d'imposer des trucs à la population qui n'en veut pas par le haut.
Et quand tu coupes leur financement artificiel, leur support artificiel, leur propagande artificielle, quand tu coupes les fonds aux médias, l'argent gratuit aux médias, etc., c'est toute cette idéologie stupide de la gauche mondialiste s'effondre de soi parce que les gens n'en veulent pas. Les gens sont centristes. Et Trump est un super centriste. Et on s'en va vers du super centrisme. Pas de l'extrême droite, c'est pas de la droite, c'est pas de la droite, là. C'est juste des frontières normales, une immigration un peu... Pas un déluge, un peu d'immigration, c'est correct, mais pas un déluge, une relation équilibrée avec la communauté gay, pas de propagande dans les écoles, s'il vous plaît, pas de théorie du genre, comme un petit garçon, c'est un petit garçon, c'est pas une petite fille, c'est comme pas de féministe de troisième vague, et aussi une vraie démocratie, pas de technocratie, les experts qui vous disent comment vivre, là, c'est une vraie démocratie, c'est le super centrisme, et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, et c'est vers ça qu'on se dirige. Les médias essaient de faire passer ça pour l'extrême droite pour qu'il n'y ait pas d'effet domino, puis pour que la population ne comprenne pas. OK? Donc, ça, c'est pour USAID. Maintenant, merci, Super 9999. Merci. Et maintenant, je veux juste vous montrer à titre d'exemple, encore une fois, on va revenir sur, je vais terminer avec ça, Mark Carney. Ma théorie à l'effet que Mark Carney, je l'ai expliqué, là, j'aurais dû avoir les images de web journaux, là, mais ça fait un peu pompeux toujours avoir je l'ai dit dans tel web journal. Mais vous savez, c'est quoi ma position sur Mark Carney? C'est qu'il a été sélectionné par Trump et puis qu'il fait le travail de Trump tout en ayant l'air de... Comme Biden. Biden, il y a un programme de continuité de gouvernement. Là. Biden faisait des trucs radicaux à gauche qui étaient très, très, très déplaisantes pour les Américains. Mais en arrière, tu avais comme... Bien sûr, si tu veux travailler en coulisses, si tu veux pas te faire voir, si tu veux pas être détecté, il faut que la personne qui joue le rôle, il faut qu'elle fasse... Biden, il y avait comme des démocrates autour de lui, il faut qu'il fasse plaisir, il fallait qu'il fasse plaisir à son entourage, aux démocrates, pour pas avoir l'air de quelqu'un de contrôlé. Mais c'est la même chose avec Mark Carney. Il y a comme un cabinet, il y a des ministres radicaux, puis il y a des lobbies, il y a le Parti libéral qui est très, 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 très à gauche, fait qu'il doit montrer qu'il fait, qu'il est lui aussi très, très, très à gauche, qu'il tient tête à Donald Trump et qu'il est pour les trucs LGBTQ, etc. Mais quand il se rend à la Maison-Blanche puis il parle en tête-à-tête avec Trump, ils s'entendent sur un certain nombre de choses. Notamment, je reviens encore une fois sur la réduction de l'immigration. Par exemple, répression en matière d'asile. La répression en matière d'asile adoptée sous Carney avait été initialement demandée par le ministre de l'Immigration de Trudeau. Ouf, ça venait de Trudeau, mais c'est Carney qui l'applique. La répression en matière d'asile, le droit d'asile. Ici, Toronto Star, avec la réduction de l'immigration au Canada, voici quelques-uns des principaux changements sur lesquels le gouvernement Carney pourrait se concentrer. La réduction de l'immigration. Tu ne peux pas être pour la réduction de l'immigration et être un mondialiste parce que ça affecte sa base politique. L'objectif d'avoir une immigration incontrôlée, c'est que tu fais rentrer des votants, des gens qui votent. Là, c'est le scam démocrate, là, où est-ce que tu fais rentrer des gens qui votent pour toi, finalement. Tu leur donnes de l'argent, ils sont sur l'aide sociale, puis ils votent pour toi, ils te maintiennent au pouvoir. C'est ça, le scam. La CAF, les démocrates, Donc, quelqu'un qui a un gouvernement qui réduit l'immigration est totalement anti-mondialiste. C'est le problème principal, là. Donc, Canada annule le recrutement pour 2 programmes d'immigration économique. C'est non. Même l'immigration économique, c'est non. Et ça, c'est en 2025. Je pense que le gouvernement Carney prévoit des réductions drastiques de niveau d'immigration. Non, 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 non. Alors, la question à mes amis, est-ce que Carney est d'extrême droite? Il réduit l'immigration comme Trump. Il fait la même chose que Trump. Ah, lui, là, je l'aime pas. L'immigration, c'est un raciste. Le Carney fait exactement la même chose, sauf que Carney, ça passe comme une lettre à la poste, parce que Carney fait des trucs, va à la parade LGBTQ. Trump est un nazi parce qu'il fait exactement la même chose que Carney, mais Carney, ça passe parce qu'il va à la parade LGBTQ. Tout ça pour dire que Carney fait le jeu de Trump et que la situation, finalement, s'empire au Canada. Les nouvelles économiques... je veux juste vous montrer, encore une fois, comment Trump opère. Là. C'est juste ça. Après ça, on peut appliquer ça à d'autres cas. Quand on comprend le code, quand on comprend comment il opère, la connaissance de son mode d'opération est reproductible. Donc, ici...
Une étude indique que 40 des entreprises canadiennes envisagent de déménager aux États-Unis, nous dit le Toronto. 40 des entreprises canadiennes. Imaginez ça, imaginez en France, là. 40 imaginez si 40 des entreprises françaises voulaient déménager en Allemagne, là. Mais en fait, le titre est trompeur, c'est 40 ont déjà déménagé ou songent le faire. Carney a enregistré le pire... attends, ça, c'est pas celui-là. Ici, les affaires. 4 fabricants canadiens sur 10, 40 ont déjà déplacé ou prévoient de déplacer leur production vers les États-Unis, selon un sondage KPMG. Plusieurs fabricants canadiens fuient encore vers les États-Unis. Un sondage révèle que 4 entreprises sur 10 ont délocalisé ou y pensent. Okay? Donc, c'est soit ils l'ont déjà fait ou ils pensent le faire. C'est une catastrophe. Okay? Et pourtant, Carney radicalise, antagonise Trump, il continue à antagoniser les USA en pleine négociation. Et donc, les États-Unis ont mis fin à l'accord de libre-échange nord-américain. Les États-Unis refusent de prolonger l'accord commercial entre le Canada et le Mexique, sauf qu'ils continuent à discuter avec le Mexique, mais ils ne discutent pas avec le Canada. Et j'ai expliqué pourquoi. Hein? Parce qu'avec le Canada, l'intégration va être beaucoup plus poussée qu'avec le Mexique. La proposition de Trump va beaucoup plus loin que juste une proposition économique et que le job de Carney, c'est de faire en sorte que le Canada n'ait économiquement plus le choix que de dire oui aux demandes de Donald Trump sans qu'on devienne le 51e État. Cependant, Carney va pouvoir dire... Il est en train de détruire le Canada complètement. Là. Carney, économiquement, là, Carney a enregistré la pire première année de croissance pour un premier ministre depuis 1963, nous dit le National Post. Et là, ici... Aucune date fixée pour les prochaines négociations canado-américaines. Et là, ici, on nous dit, dans l'article, on nous dit « Les Canadiens soutiennent... » Imaginez la gang de tweets. « Les Canadiens soutiennent l'approche de Mark Carney en matière de gestion de l'économie. » Même s'il a présidé à la pire première année de croissance pour un premier ministre depuis 1963, depuis 70 ans, presque 75 ans, depuis presque un siècle. Un sondage Nanos Research réalisé pour Bloomberg révèle que 60 des Canadiens estiment que Mark Carney a très bien ou bien géré l'économie. 60 À titre de comparaison, 24 pensent qu'il a mal ou très mal géré l'économie. Et donc, ça, on remerciera les médias parce que, les médias, évidemment, Mark Carney va à la parade gay, LGBTQ, et donc les gens pensent qu'il fait des déclarations un petit peu dures à Trump. C'est juste l'impression qu'il tient tête. Finalement, le tissu économique du Canada est en train de s'effondrer complètement. Et les médias n'ont pas le choix que de... Étant donné que Carney attaque Trump, là, les médias n'ont pas le choix que de défendre Carney. Mais évidemment, c'est un piège diabolique. C'est le piège diabolique de Donald Trump, comme le livre de Black et Mortimer. Et ça va juste permettre, plus ça s'effondre et plus il y a l'appui des Canadiens, plus il peut aller loin dans la déconstruction. Il y a l'assentiment, il y a le consentement de la population pour continuer à détruire l'économie canadienne. Et là, il continue à antagoniser les USA en pleine négociation pour la survie économique du Canada. Le gouvernement Carney exclut les soumissionnaires américains d'un contrat de 4,9 milliards, de 5 milliards de dollars pour les véhicules de l'armée. Il exclut un soumissionnaire américain. C'est complètement... Alors que le Canada ne peut pas vivre... Le Canada, dans son organisation actuelle, ne peut pas survivre économiquement sans les USA. C'est pas possible. Tu peux pas faire... Dans le cadre de négociations où est-ce que tu es en train de tout perdre, où est-ce que ton économie est en train de s'effondrer, tu peux pas, exclure un soumissionnaire américain. C'est comme si tu foutais une gifle aux négociateurs américains. C'est comme... Tu fais juste antagoniser. C'est impossible. Ce qui a fait en sorte que le directeur de Rebel News, Ezra Levant, a dit... Il est soit le pire négociateur au monde, ce qui est peu probable, soit il essaie délibérément de torpiller l'accord de libre-échange Canada-États-Unis. Okay? Soit il essaie de... Et donc, il fait ça sciemment. Ezra Levant a compris ce que j'ai expliqué l'an dernier à l'arrivée de Carney, c'est-à-dire qu'il fait ça sciemment.
Parce que ça va aller... Il est en train de manœuvrer le Canada dans un coin, de sorte que le Canada n'aura plus le choix que d'accepter la proposition américaine qui va très, très, très loin. Mais Carney va toujours être sauvé par les médias parce qu'il aura au moins évité qu'on devienne le 51e État. Carney a sauvé le Canada. Le Canada était mal pris. Il aurait pu devenir le 51e État. Carney a évité l'annexion. Finalement, Trump n'a jamais voulu ça, mais il y aura eu sa proposition entre les deux. Oui, c'est ça, c'est le grand jeu. C'est pour ça que c'est un piège diabolique. Et en ce qui concerne Carney, ici, vous avez ce philosophe souverainiste, Christian Saint-Germain, qui est exactement, je ne sais pas s'il écoute les web journaux de Radio-Québec, mais il est exactement sur la ligne Radio-Québec en ce qui concerne Mark Carney. Lui, en tout cas, au minimum, il a vu exactement ce que j'ai vu. C'est quelqu'un qui a écrit des livres sur la souveraineté, qui est bien connu dans le mouvement souverainiste, comme une espèce d'éminence grise. Il a été invité sur un plateau de Il reste du monde. Et je vais vous montrer ce qu'il dit. Il dit, il arrive à exactement la même conclusion que Radio-Québec. Ça comprend rien. Un peuple colonisé, là, ça passe loin de chez nous. Et qui les suit véritablement? Moi, j'ai toujours pensé que Carney, c'était la meilleure manière d'être annexé aux États-Unis assez rapidement. C'est-à-dire, ces esbroufs avec les États-Unis, tout ça, ça va mal finir. Ça, c'est au sens où, à un moment donné, on va s'être tellement appauvri au Canada par des décisions de nature, aller vendre des affaires au Laos ou c'est tellement... Il faut s'entendre avec les Américains, puis au mieux, il faut s'annexer à eux. Moi, c'est dorénavant ma position. C'est-à-dire, notre chance, c'est de parachever la Révolution américaine. C'est pas honteux de parachever c'est ce que Louis-Joseph Papineau espérait pour les... En fait, pour moi, c'est la seule transmutation qui est véritable, là. C'est-à-dire, mais on n'a pas le matériel politique. Donc, lui est pour l'annexion, mais ce qu'il dit, c'est que les décisions économiques de Carney sont incompréhensibles. Essayer de contourner les USA, comme il dit, avec une entente de libre-échange avec le Laos, exclure un soumissionnaire américain, ça fait juste radicaliser les États-Unis et nous peinturer dans un coin pour une offre finale beaucoup plus... Donc, il fait le travail de Trump. Il dit ça, là. Il fait le travail de Trump. Right? Et donc, on salue encore une fois cet auditeur de Radio-Québec qui nous avait vilipendé dans un... Rappelez-vous, je pense que c'est Jack 9606, quelque chose comme ça. Là, je ne te suis plus, Alexis. Carney contrôlé par Trump, etc., etc. Oui, bien, il y a comme de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre là, que les décisions ont... Et c'est toujours comme ça avec les analyses de Radio-Québec. Avec le temps, ça a l'air ridicule au début, mais avec le temps, ça prend tout son sens. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, on est déjà à 1h14. On va terminer avec la Norvège. Juste un propos sur la Norvège. Aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui s'entichent de l'équipe de Norvège. Et la raison pour laquelle c'est beau à voir, c'est que ce pays-là a conservé son identité. Par exemple, en 2015, lorsque la Suède a ouvert ses portes à l'immigration, qui a mené à un désastre et des no-go zones, ils ont pris 5 fois... La Norvège a aussi pris un peu de migrants, mais en a pris 5 fois moins que la Suède. Elle a voulu préserver son identité, c'est-à-dire qu'elle a été finalement extrêmement centriste pour une immigration restreinte et contrôlée, le point A du supercentrisme. Et finalement, ce pays-là est en train et fait des vagues. Là, je ne rentrerai pas dans toutes les erreurs d'arbitrage qui pointent vers de la fraude pour le mondial. Là. Les erreurs d'arbitrage, même moi qui ne connais rien au foot, je dis comment ça se fait que les arbitres n'appellent pas tel ou tel... Il n'y a pas de carton jaune, carton rouge là-dessus. Tu sais, je vois des clips sur X. Là. Mais outre ça, la raison pour laquelle tout le monde s'est entiché de Haaland et puis de l'équipe norvégienne, c'est parce qu'il y a une belle cohésion nationale. Et on retrouve, tu sais, on retrouve plus ça en Europe, de la cohésion nationale comme ça. Et quand la Norvège gagne, ce sont des belles manifestations pacifiques parce qu'ils n'ont pas de diversité qui détruit le lien social. La diversité détruit le lien social et mène à des émeutes, etc.
l'effondrement du lien social, de la confiance envers les institutions, envers les différents groupes, la guerre de tous contre tous, alors que la Suède est beaucoup plus homogène et a préservé sa culture viking et masculiniste, on pourrait dire. Je vous montre la différence entre la Norvège et, par exemple, la France quand il y a une victoire. Il n'y a pas de casse, il y a pas de... Au contraire, il y a cette espèce d'esprit de corps de la nation à travers l'espèce de bateau viking, le Drakkar, là, quand ils font semblant de ramer. Vous l'avez vu à la fin du clip, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui font le « ouh », et là, tu as un égrégore qui se crée. Je ne sais pas si vous me suivez sur le terme égrégore, là. Il y a comme une espèce de... Un esprit de corps de la nation qui se crée que les mondialistes détestent. C'est ce que Trump a essayé de créer avec les événements du 4 juillet, tu sais, avec les feux d'artifice, puis les discours sur la Constitution, sur la fierté d'être américain. Il essaie de créer un égrégore national, et alors que les mondialistes font exactement le contraire à travers l'immigration incontrôlée, etc., la division pour régner à l'intérieur de... Ils détruisent l'égrégore national pour pouvoir en faire ce qu'ils veulent, régner, faire ce qu'ils veulent sur la nation. Vous avez, il y a d'autres clips, là, je vais les mettre en boucle, là, vous les voyez comme en viking, donc ils n'ont pas perdu leur histoire. Et il y a cette espèce de... Ouais, même les enfants participent à la rame, là. Vous n'avez pas de débordement. Pas de diversité. Regardez les petits poux avec leur casse de viking en haut, là. Donc, c'est magnifique. Ça donne presque les larmes aux yeux de voir un peuple qui conserve son histoire, qui est uni, qui est, qui a un esprit de corps comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont et là, je reviens à ce que j'expliquais la dernière fois, ils ont du nationalisme, mais qui n'est pas belliqueux. Tu sais, on nous dit toujours la nation, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre. Je parlais de la Thaïlande la dernière fois. Il y a plein de pays qui sont fiers de leur pays, qui sont nationalistes, puis qui ne sont pas belliqueux. C'est des arguments de paille, ça. C'est des arguments de fucking francs-maçons pour détruire la nation. Fuck off. OK? Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui dans ce web journal de Radio-Québec. On remercie ceux qui nous soutiennent. Je veux toujours le faire au début, mais au début, je suis tellement concentré. Quand si je pars croche, tout le web journal va partir croche. Il y a des façons de nous aider. On est en pleine réorganisation de notre studio. On a eu comme des dépenses massives. On a eu... et on n'a pas de paywall, contrairement, par exemple, à Rebel News. Rebel News, ils ont un paywall. Pour accéder à leur contenu, c'est entre 20 et 500 mensuels, annuels, comme ils grossissent à cause de ça. Ils ont un paywall, mais ils grossissent. Et donc, ils ont des avocats, ils ont des journalistes sur le terrain, etc. etc. Nous autres, mais il y a très peu de personnes qui voient, là, ils ont des petits clips à gauche et à droite, là. Il y a très peu de personnes qui voient leur contenu total. Plus que Radio-Québec, parce qu'ils sont anglophones, là. À Radio-Québec, on a fait le choix de donner ça gratuitement, comme à l'époque de la COVID. Rappelez-vous, à l'époque de la COVID, tout le monde disait « Alexis, fais des chandails, des t-shirts Radio-Québec, des tasses Radio-Québec, ça va t'aider ton financement. » Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai dit « Non, moi, je fais pas ça. » J'ai dit « Prenez mon logo et faites de l'argent avec. » Moi, je fais de l'analyse politique. Je ne suis pas un marchand comme ça. Et donc, j'ai littéralement donné mon logo. Et les gens, il y a comme 4-5 compagnies qui ont commencé à faire des chandails, etc., puis qui en ont profité. Et puis,
Il y a eu quelques retours, là, mais pas tant que ça. Et c'est la même chose ici, c'est-à-dire que je suis sur le même principe qu'en 2020, c'est-à-dire c'est du financement volontaire. Je préfère que mes idées soient diffusées massivement plutôt que de faire beaucoup d'argent avec un paywall, mais ça prend l'appui des gens, ça prend... Je peux pas y arriver... je regarde, tu sais, comme d'autres groupes qui sont comme... Où est-ce qu'ils... C'est le contraire, ils augmentent leur studio. Moi, je vais toujours dans plus petit, là. Ça touc. Mais c'est ça. Donc, pensez à nous si vous avez la possibilité de le faire. On a investi aussi pour des vidéos d'un logiciel de traduction avec l'intelligence artificielle pour se lancer en anglais. Cette semaine, on n'a pas eu le temps de produire des vidéos parce qu'on est arrivé et puis on est encore à organiser l'espace ici dans le nouveau studio. Mais pensez à nous si vous avez la possibilité. Je pense pas à ceux qui le font déjà. Il y en a qui le font, puis très généreusement. Il y a comme je parle du 99% de gens qui nous écoutent, qui nous trouvent géniaux. Si ça fait super longtemps, là, cet été, ça serait le temps. Et donc, voilà, il y a différentes façons de le faire par la poste, voilà. Et par Interact, par PayPal. On laisse toujours les liens dans la description en dessous. On donne les liens pour mensuel ou unique, un petit peu comme Rebel News. Rebel News, ils ont comme un truc, je pense, c'est comme... je me rappelle, je ne vais pas le dire. Je pense que c'est 1000 quelque chose, puis c'est comme soit... Ils ont 1000 ou 2500, puis c'est soit mensuel ou annuel. Je me dis, qui va faire ça? Mais c'est en tout cas... Tout ça pour dire qu'on va continuer à alimenter notre chaîne YouTube, mais c'est ça, cette semaine, on n'a pas eu le temps. Et vous pouvez nous suivre sur notre compte Twitter. Voilà. Autre chose? Graham et McConnell. J'ai pas grand-chose à dire. McConnell, il n'est pas mort, je pense, le McConnell. C'est juste qu'il est à l'hôpital. Et puis, Lindsey Graham, qui est décédé. Lindsey Graham, j'ai expliqué un peu le truc. Lindsey Graham, c'était comme... avec John McCain, c'était les deux faucons aux États-Unis, toujours pour la guerre, etc., etc. McCain a été exécuté, je l'ai expliqué, par les Patriotes. Là, il a été mis à mort. Je ne me rappelle plus. J'ai expliqué tout le truc McCain, je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, il y a comme Kasich, c'est Kasich, son nom, là, qu'il a dit « He was put to death », à l'heure de grande écoute. Là. C'est les Patriotes qui ont fait ça parce que c'est un traître, John McCain. Lindsey Graham, c'était son ami. C'était son partenaire dans le crime, et je pense que Lindsey Graham a été retourné. J'en prends pour témoin le fait de son échange avec Brett Kavanaugh lors de son assermentation à la Cour suprême, son audience de validation pour la Cour suprême, Brett Kavanaugh. Il y a tout eu un long échange sur les prisonniers enemy combatants, là, sur les combattants ennemis. Est-ce qu'un citoyen américain peut être considéré comme un combattant ennemi, même si les citoyens américains, etc. Puis Brett Kavanaugh avait expliqué l'exception, que oui, c'est possible. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres choses aussi qui me faisaient penser que Lindsey Graham avait été retourné comme Robert Mueller, même s'il reste toujours... la voix pro-guerre, etc. Tu veux créer une pièce de théâtre, tu as besoin des protagonistes, et donc des deux côtés. Donc, il jouait son rôle. Et au final, c'est même pas certain qu'il soit décédé. Je veux dire, oui, là, il est décédé officiellement pour les médias, etc. Mais tu sais, si tu veux retirer quelqu'un, c'est un certificat de décès. C'est comme tu veux libérer un poste au Sénat pour un candidat que tu aimes bien dans... les Patriotes font ça, donc pas grand-chose d'autre à dire. Il collaborait avec l'administration Trump. En mon sens, il collaborait avec l'administration Trump, pas de façon ouverte et ostensible, comme Biden, comme Carney, etc. Puis on va se terminer avec... c'est ça que j'étais sur le bord d'oublier quelque chose. Trump qui, cette semaine, au sommet de l'OTAN, a dit « Je suis dans mon 3e mandat ». Il dit, et rappelez-vous, tout ce que j'ai fait des web-journaux, j'en ai fait encore un il y a comme quelques mois où est-ce que je résumais tous les éléments probants sur le fait que Trump ait eu un programme de continuité de gouvernement, etc. Il n'arrête pas de le dire. Il n'arrête pas de le dire maintenant. Éventuellement, c'est comme... ça va sortir, ça va devenir public éventuellement, le programme. Rendu là, ça va devenir public parce qu'il est beaucoup trop...
il l'a dit cette semaine au sommet de l'OTAN, genre, il parle de son 3, j'ai été élu 3 fois président, j'ai été président 3 fois. Or, la version officielle, c'est qu'il n'a pas été président. Il n'a pas été président. Même s'il pense avoir gagné, il n'a jamais été assermenté. C'est Biden qui a été supposément assermenté. On a montré qu'il n'a pas été assermenté, là, mais rappelez-vous les coups de canon et tout. Mais il dit, j'ai été 3 fois président et il l'a répété à plusieurs reprises. J'ai aussi une vidéo de compilation là-dessus. Il faut juste que je mette la main. Il y en a un ici. Merde, je pense que je les ai... Ah, c'est ça ici? Oui. Oui. Which is my first term of numerous terms. By the way, you know we're a 3-term president. We just don't want the results. We don't want... We won 3 times, but we only want the results 3 terms president. of the first and the third. Go ahead. Go ahead. A little bit, and this will end very quickly. We have an oil glut right now because we got all those boats out of the Strait, and it's going to drop, and I've predicted everything. I've been right about everything, and I have been for a long time. That's how I got to be president 3 times. That's how I won 3 elections. I did very That's how I got to be president 3 times. which is my first term of numerous terms. Same exact thing. So here's the video that Dave put together. But I'm 47, so I'm 45, 46, and 47, yeah, if you think about it. I just don't want the credit for 46. The rightful 45th, 46th, and 47th President of the United States of America. To the 45th, 46e, 46th, and 47th President of the United 46e président aussi, hein? Donc il répète. States of America. The 45th, the 46th, and the 47th President of the United States. And in my second term, which we're sort of having now, but I don't want the results, right? Well, Donc ça, c'était sous Biden. Il dit, je suis dans mon 2e mandat. Je l'ai montré à plusieurs reprises. J'en ai montré plusieurs de ces... rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. While praising what he described as a dramatic revival of the U.S. military, Trump briefly joked about a 3rd term before stopping himself. Et ça a été relevé même par... ça a été relevé même par RT. Il disait qu'il était maintenant dans son 3e mandat. On l'utilise maintenant dans mon 3e mandat, etc. Il y en a finalement comme à peu près une dizaine de ces vidéos-là où est-ce qu'il se présente, puis rappelez-vous, il y a avec le cartable président, et puis... donc ça devient de plus en plus public où est-ce qu'il dit, il parle du programme de continuité de gouvernement, etc. J'ai été président 3 fois, blablabla. OK? Même si il ne veut pas les résultats du 2e parce que Biden était un démocrate, il faisait des trucs de démocrate, là, mais en coulisses, c'est Trump qui opérait. OK? Il est obligé, si tu veux garder ça de faire ça clandestinement, tu dois donner un os aux démocrates. Voilà. Donc, on mettra peut-être ces vidéos-là sur Telegram pour que les gens puissent les regarder. On remercie encore une fois ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec qui nous permettent de réorganiser nos locaux, mettre de la mousse partout, acheter de nouveaux micros, on a acheté un nouvel ordinateur, on a acheté de la lumière, on a acheté des rideaux. C'est un petit peu mieux, hein, la luminosité est un petit peu mieux. J'ai pas l'air d'avoir mangé du curry au cours de toute la semaine dernière. Et on va recommencer à alimenter notre chaîne YouTube, là, ne vous en faites pas. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Autre chose, 1h30, je pense qu'on a passé la limite. Voilà. Alors, encore une fois, la semaine prochaine, ça se peut qu'on revienne, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes sur les stratégies de l'État profond, sur
la lutte contre l'émergence, le ras-le-bol des hommes. On pourrait appeler ça, là, c'est ce qu'ils appellent, eux, le masculinisme, c'est le ras-le-bol des hommes au sujet d'un certain nombre de trucs de la société d'extrême gauche, là. Okay? Et que si les hommes commencent à... Leur pire cauchemar, ce serait que les hommes en aient ras-le-bol et se lèvent. Évidemment, pacifiquement, là, mais qu'ils mettent le pied à terre et disent « c'est assez ». Ça serait leur cauchemar. C'est ça qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'ils sont obligés de produire des documents, produire une fausse trame narrative masculiniste, etc. Alors qu'il n'y a personne de violent là-dedans, là. Mais c'est rendu une menace à la démocratie. Allez, on se rend rendez-vous la prochaine fois, quelle que soit l'actualité, pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!